Juste avant qu'on commence cet épisode, je veux t'inviter à un formidable événement pour les femmes entrepreneurs qui veulent glow up de jour en jour, mais aussi pendant toute l'année. Dans cet événement, on aura l'occasion de se rencontrer en vrai pour échanger, mais surtout pour connecter. C'est mon mot 2024. 1, 2, 3. C'est mon mot pour l'année 2024, connexion. Cet événement est réalisé par moi, mais pour vous. Ce sera un lieu où les rencontres et les connexions authentiques seront au rendez-vous. Je veux qu'à travers cet événement, vous grandissez, mais aussi que vous vous bâtissez votre réseau de femmes entrepreneurs inspirantes et ambitieuses. Je veux que ça soit comme un BFF, alors soit Business Best Friend. Alors si vous êtes une femme qui désire être 1% meilleure chaque jour, non pas pour se comparer avec l'autre entrepreneur, mais bien pour s'élever tous ensemble, alors prépare-toi parce que ça s'en vient très bientôt. Je suis super excitée à l'idée de te rencontrer en vrai. Alors d'ici là, tu peux m'aider à réaliser 1, 2, 3. D'ici là, tu peux m'aider à la réalisation de l'événement en participant à la campagne de socio-financement qui a déjà commencé depuis quelques jours. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Bienvenue sur Oser l'événementiel. Je m'appelle Ruth et je suis planificatrice d'événements. Sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'événementiel. Que ce soit par mes propres expériences ou à travers celles de mes invités, j'espère que ce contenu vous aidera à oser réaliser des événements pour enfin propulser votre entreprise. Bonne écoute! Alors, bonjour Émilie et bienvenue sur le podcast Oser événementiel. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je suis contente de t'accueillir sur le podcast pour parler de planification, de gestion de temps et de productivité et surtout de tous ses bienfaits. Oui. Mais j'aimerais que tu prennes le temps de te présenter qui tu es et de nous présenter justement ton expertise. Oui, avec grand plaisir. Donc, en fait, c'est ça, je m'appelle Émilie Vien, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle La Planificatrice. Moi, professionnellement, je me définis comme étant une experte en planification, gestion du temps et productivité. Et puis, en fait, mais avant de faire ça, moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai travaillé une dizaine d'années justement comme planificatrice d'événements. Donc, c'était vraiment mon métier. Un métier qui me passionnait vraiment, vraiment beaucoup, mais qui, avec les années, m'a mené malheureusement à un épuisement professionnel. Donc, je dirais qu'il y a quelques années, quand j'étais là-dedans, je pensais que c'était la faute des clients, je pensais que c'était la faute du fait que j'avais trop de dossiers, pas assez d'aide pour m'aider, mais finalement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis consciente que c'est peut-être les choix que je faisais avant qui fait mon finalement guidé jusqu'à l'épuisement. C'est peut-être, tu sais, oui, j'étais une experte en planification, je planifiais super bien les événements, mais je pense que ma planification personnelle n'était pas optimale à l'époque. Ma gestion du temps n'était pas optimale non plus. Je pense que de l'externe, ça paraissait pas, mais moi, avec le regard que j'ai d'aujourd'hui, là, je me rends compte que la Émilie d'avant aurait pu gérer son temps vraiment mieux que ça. Mais finalement, ce gros épuisement professionnel-là m'a finalement obligée à me remettre en question par rapport à ma carrière, par rapport à où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire aussi de mon expertise en organisation et en planification, parce que en fait, ça a toujours été une passion pour moi. Tu sais, il y en a qui sont passionnés par comme l'équitation, par les randonnées, moi comme la planification puis l'organisation, puis je suis sûre que tu te reconnais ici, là. C'est vraiment une passion. Donc, moi, en fait, ma mission avec la planificatrice, mon rôle, c'est vraiment d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Donc, les gens qui ont la tête pleine de projets, je veux vraiment les aider à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Puis, je veux aussi leur faire un peu revoir leur perspective par rapport au temps. Je veux que les gens comprennent qu'on a suffisamment de temps parce que dans la société dans laquelle on vit, on se répète plus souvent qu'autrement qu'on n'a pas le temps. Donc, c'est en très gros résumé, c'est pas mal ça mon rôle, mais aussi d'un point de vue, je me suis vraiment présentée sur un point de vue très professionnel, mais d'un point de vue personnel. J'habite, moi, dans la grande région de Québec et je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Je suis avec mon amoureux depuis bientôt 17 ans, puis on vit dans une petite banlieue, on est super bien. Il y a plein de choses qui me passionnent, notamment la lecture, la nature. Je suis assez épicurienne dans l'âme aussi. Puis sinon, le développement personnel, les discussions profondes avec des amis, bref, plein de choses comme ça qui m'allument. Ok, super. Puis justement, en tant qu'ancienne planificatrice, qu'est-ce que tu as appris, puis justement que tu appliques aujourd'hui dans ta pratique actuelle?
Ouais, donc en fait, je dirais que moi, mon travail de planificatrice d'événements m'a vraiment, vraiment appris à gérer efficacement des projets. Donc, vraiment la charge de projet de A à Z. Donc, tu sais, vraiment, parce qu'en fait, un projet puis une tâche, c'est vraiment pas la même chose. Puis, je vais faire la distinction ici juste pour être certaine qu'il y en a qui, s'il y en a qui nous écoutent, qui comprennent pas c'est quoi la différence. En fait, un projet, c'est un peu un but à atteindre. Tu sais, il y a une date limite, on veut remettre quelque chose. Mais une tâche, c'est une action à faire dans le projet. Donc, quand je parle de gestion de projet, que mon ancien travail m'a vraiment aidé, c'est vraiment de voir un projet dans sa globalité, d'être capable de le fragmenter, d'être capable de voir les différentes étapes qui vont nous mener au résultat final, qui est la réalisation du projet, et de répartir le tout aussi dans le temps, parce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup appris à travers ce métier-là, à travailler avec des échéances, à gérer les imprévus, les nombreux imprévus, pour ne pas le dire, parce que c'est vraiment un milieu rempli d'imprévus. Ça m'a aussi beaucoup aidé à évaluer l'importance et l'urgence des imprévus. Ça m'a aidé à gérer les priorités et à planifier dans le temps. Puis, tu sais, bien que je serais aujourd'hui, tu sais, là, je ne suis plus gestionnaire d'événements, mais si j'étais à nouveau dans ce métier-là aujourd'hui, c'est certain que je gérais les événements de façon bien différente. Puis, je suis vraiment infiniment reconnaissante d'avoir eu l'occasion de travailler dans ce milieu-là parce que vraiment, cette expertise-là de planificatrice d'événements m'aide justement aujourd'hui à mieux gérer mes priorités, à mieux gérer mes imprévus et à mieux gérer mes projets aussi. OK, oui, super. C'est un beau parallèle Ouais. de voir ça comme ça, là, c'est vraiment le fun. Puis comment la planification contribue justement à optimiser ton temps et ton efficacité dans la vie de tous les jours, autant pro que perso? Ouais, en fait, moi, je trouve tellement que la planification est la clé. Là, c'est certaine que je suis vendue, là, tu vas me dire, mais tu sais, la planification, moi, je veux vraiment, je le vois un peu comme un outil qui nous permet de prévoir la réussite ou notre succès. Parce que planifier, ça nous permet de voir venir. Ça nous permet de répartir aussi dans le temps des choses, des projets, des tâches, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais non seulement ça nous permet de les répartir dans le temps, ça nous permet aussi de choisir quand on veut les répartir. Parce que très souvent, on est en mode réactif dans la vie, tu sais, on réagit aux urgences, aux imprévus. Mais la planification nous permet de tomber en mode proactif. Puis ça, c'est vraiment un beau sentiment quand on se sent proactif. Puis ça nous permet finalement d'avoir une certaine confiance face à la réalisation de tout ce qu'on entreprend. Moi, je trouve que la planification aussi, ça nous permet de se prioriser soi, mais aussi de prioriser ses projets dans nos horaires qui, disons-le, sont souvent trop chargés. Puis, tu sais, moi, je pense que sans planification, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment comme juste les urgences puis les imprévus qui vont être accomplis, alors que si on planifie, ben là, on va être en mode proaction, là, on va être en mode action et vraiment avancement de nos projets ou de nos tâches ou de peu importe qu'est-ce qu'on veut réaliser. Puis, tu sais, je fais souvent un parallèle. Là. Moi, je vois vraiment la planification un peu comme une feuille de route, un peu comme un GPS. Tu sais. Est-ce qu'on prendrait notre voiture de Montréal dans le but de se rendre à Miami à une date précise, sans GPS, puis sans plan de trajet ou sans carte routière? Tu sais, non, je pense qu'on ne le ferait pas. Puis, je trouve que c'est un peu la même chose avec la planification. La planification, je trouve que ça nous permet d'aller plus vite, mais sans devoir travailler plus. Fait que ça, c'est quand même assez puissant. Oui, c'est ça. Oui, très bien. C'est tellement bien dit. Puis justement, comment arrêter de se dire qu'on n'a pas le temps, surtout quand on veut réaliser justement nos projets, autant perso que pro, puis surtout atteindre nos objectifs d'entreprise. Parce que même moi, Ouais. quand j'y pense, puis je le dis encore aujourd'hui, là, que ah ben non, j'ai pas le temps et tout ça, mais après, je change mon discours et je me dis non, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est je dois prendre le temps pour, euh, pour tel projet ou telle tâche que j'aimerais faire euh, et de focaliser sur mon discours interne, si je peux dire, au lieu de me dire que j'ai pas le temps, parce qu'en fin de compte, comme toi aussi tu le dis, on a tous le même nombre de temps, mais après, c'est comment on va gérer ces heures-là comme qu'on a. Exactement, exactement. Tu l'as dit, c'est beaucoup en lien avec notre discours interne. Puis on a tous 24 heures dans une journée, on a tous 24 heures, 168 heures dans une semaine. Peu importe d'où on vient, peu importe c'est quoi le montant de notre compte en banque. Donc ça, c'est une ressource qui est équitable pour tout le monde. Fait que comme tu l'as dit, c'est vraiment de voir comment on va l'utiliser ce temps-là. Puis tu sais, si je peux rassurer tout le monde, là, bien que je suis une experte en gestion de temps, moi aussi, je dis encore à l'occasion, je n'ai pas le temps. C'est juste que je le dis vraiment, vraiment, vraiment moins souvent qu'avant parce que dans mon autre vie, avant de faire mon épuisement, avant de fonder la planificatrice, je pouvais répéter ça sans blague, je vais le dire 50 fois par jour. Je le disais à moi-même, je me le disais dans ma tête, je le disais à ma famille, je le disais à mes clients, je le disais à mes patrons, je le disais à tout le monde, ce qui fait qu'à un moment donné, on se croit là, quand on se dit qu'on n'a pas le temps. On en vient à croire qu'on n'a vraiment pas le temps. Fait que, tu sais, moi, je pense que pour répondre à ta question,
La première chose, c'est justement d'arrêter de le dire. Puis là, je sais que ça peut être très difficile à arrêter de dire quand on a l'habitude de le dire aussi souvent. Puis je pense que c'est justement un peu de remplacer cette phrase-là par autre chose. Tu as donné des super bons exemples tantôt. Puis d'autres, moi, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est de remplacer ce discours-là par ce n'est pas une priorité, ou bien de me dire je choisis de prioriser autre chose. Parce que la vérité, c'est que nous avons tous suffisamment de temps. Tu sais, on pourrait se dire qu'on n'a pas le temps, mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. On pourrait choisir de ne pas dormir pendant une semaine. Est-ce que ce serait viable? Pas vraiment. Puis est-ce que vous aimeriez la personne que vous seriez si vous ne dormiez pas pendant une semaine? Je ne pense pas. Mais ça reste que c'est un choix. On pourrait ne pas dormir pendant une semaine, mais on le fait pas. Fait que c'est comme dans cet exemple-ci, c'est qu'on priorise notre sommeil. C'est ça qu'on fait. Puis, autre chose qui peut vraiment nous aider pour qu'on arrête de continuellement se dire qu'on n'a pas le temps, c'est de connaître justement ses priorités. Parce que si quelque chose est considéré comme étant prioritaire, on va lui faire de la place. Sinon, on ne fera jamais de place, tout simplement. Puis la troisième petite chose pour vraiment nous aider à arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, je pense que c'est de le planifier. Planifier, c'est vraiment le premier pas dans l'action. Puis je pense que si c'est à notre agenda, ben la glace est déjà cassée, puis il y a déjà 50% du chemin, je pense, qui est déjà fait, juste si on le planifie à l'agenda. OK. Puis justement, tu parlais de priorité. C'est quoi, selon Émilie, la planificatrice, une priorité? Puis comment, justement, on Ouais. gère nos priorités? Ouais, ça, c'est un très gros sujet, puis j'adore parler de ce sujet-là. Dans le fond, ben, pour répondre à ta première question, c'est quoi une priorité? En fait, une priorité, c'est une action qui est considérée comme étant plus importante que les autres et sur laquelle on choisit de poser notre attention, notre temps et notre énergie. Fait que ça, c'est une priorité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une priorité, c'est pas un imprévu ou c'est pas une demande de quelqu'un d'autre. La première étape, je pense, quand on veut mieux gérer nos priorités, c'est de regarder tout ce qu'on a à faire. Tu sais, globalement, c'est rare des fois qu'on fait cet exercice-là, mais de poser sur papier, tu sais, que ce soit sur papier ou dans un fichier électronique, de se vider la tête, aller libérer la charge mentale de tout ce qu'on veut faire et tout ce qu'on doit faire. Puis, en regardant ce bel arbre-là qui doit avoir beaucoup de branches, c'est de se dire, qu'est-ce qui, tu sais, quelle tâche qui, par exemple, une fois complétée, me donnerait vraiment un sentiment d'avancement? Là, ça se peut qu'il y ait 60 tâches qui vous donneraient un sentiment d'avancement. Mais après ça, c'est peut-être de se demander, OK, c'est quoi là-dedans qui est lié à mes objectifs? Parce que quand il est question de priorité, il y a aussi souvent une question de délai. Mais pas tout le temps. Mais souvent, il va y avoir une question de délai qui rentre en ligne de compte. Puis là, c'est là qu'on va voir est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est pas urgent. Mais gardez en tête qu'une priorité n'a pas besoin toujours d'être la chose urgente. On peut choisir de prioriser quelque chose qui est important, mais qui n'est pas urgent. Ça, c'est un choix. Parce que la gestion des priorités demeure toujours un choix, c'est une décision qu'on prend. Puis, lorsqu'on définit une priorité, ben, on devrait, à mon avis, s'y accrocher. On devrait la garder à la vue. Moi, tu sais, je suggère toujours à mes clientes et aux gens de ma communauté de mettre les priorités à la vue. Si vous avez un agenda, mettez-le à l'agenda, à condition de regarder l'agenda tous les jours, sinon ça compte pas. Mais sinon, c'est un post-it sur le frigo, c'est un post-it ou un papier très coloré sur le bord de l'ordinateur. Mais tu sais, une priorité, on devrait vraiment, vraiment toujours le voir aussi souvent que possible. Puis, pourquoi j'encourage les gens à mettre leurs priorités à la vue, en fait, c'est pour éviter de se laisser distraire par le reste. Parce que les distractions, là, c'est pas parce qu'on définit des priorités que les distractions puis les imprévus vont arrêter. Au contraire, ça va continuer. Donc, il faut garder à la vue les priorités parce qu'autrement, ça va être trop facile de se laisser distraire. Ça va être trop facile de considérer un imprévu comme étant notre priorité. Puis, un petit truc que je donne beaucoup à ma communauté et à mes clients, moi, c'est toujours de commencer la semaine en ayant trois priorités claires à faire dans la semaine. Puis là, souvent, les gens, ça les rend inconfortables parce qu'ils se disent, ben, trois priorités, c'est pas assez. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas que vous allez juste faire trois choses dans la semaine. Je suis consciente que les gens font beaucoup plus que trois choses dans la semaine, là. Ça se compte par dizaines de choses qu'on fait dans une semaine, sauf que de se définir trois priorités, ça, c'est la clé pour commencer à bien gérer ses priorités parce que si on en a trop, en fait, c'est que si tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment. Donc, si on a 15 priorités dans notre semaine, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de priorité au final. Donc, c'est de choisir dans tout ce qu'on a à faire, c'est quoi les trois choses, les trois éléments qu'on choisit consciemment de mettre au devant. Comme ça, si jamais il y a un paquet d'imprévus qui arrivent, s'il y a un paquet d'urgences qui surviennent, qui n'étaient pas prévus à l'horaire, ben, l'objectif, c'est de sécuriser ces trois priorités-là. OK. Wow, c'est intéressant, justement. Puis justement, Hmm. tantôt, tu disais par rapport aux tâches, puis là, maintenant, on a les priorités. Ah, je veux dire, tu parlais de l'objectif. C'était quoi la différence entre l'objectif et la tâche? Et maintenant aussi la priorité. Puis justement, c'est quoi une tâche en lien avec nos priorités qui est urgente ou importante?
Oui, donc en fait, quand quelque chose est urgent, c'est parce qu'il y a un délai qui est très rapproché. Puis par délai très rapproché, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est possiblement pour aujourd'hui, pour demain, ou c'était peut-être même pour hier. Donc ça, c'est un délai urgent, là, c'est ça. Et je sais qu'on en a beaucoup de délais urgents à gérer dans notre société actuellement. Maintenant, quelque chose qui est important, ça veut dire que c'est quelque chose qui est directement lié à nos objectifs. Encore faut-il connaître nos objectifs. Puis un objectif n'est pas nécessairement un projet. Tu sais, un objectif, c'est quelque chose souvent qui est plus grand que soi, quelque chose qu'on veut réaliser. Tu sais, oui, ça peut être un projet. Là, on pourrait choisir de réaliser tel événement cette année, puis ça, c'est un de mes objectifs. Mais ça ne veut pas dire que tous nos projets qu'on a à faire dans l'année sont des objectifs. Fait que j'ai juste de garder ça en tête. Puis parfois, des objectifs, c'est pas justement quelque chose qui se coche sur une tâche puis qui est finie. Des fois, ça peut être un objectif de développement plus personnel ou professionnel. Mais c'est ça. Donc, une tâche qui est importante, c'est quelque chose qui est directement lié à nos objectifs. Là, il y a aussi un certain moment où il y a des tâches qui sont urgentes et importantes. Puis des fois, on va avoir des tâches qui vont être urgentes, mais pas importantes. Il y en a qui vont être non urgentes, non importantes. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, il y a je sais pas, un outil qui est très connu à travers le monde et que je présente moi de mon côté dans un webinaire gratuit sur la gestion des priorités que j'offre. C'est la matrice d'Eisenhower. Donc, la matrice d'Eisenhower, est-ce que tu la connais? Oui. Oui, bon, fait que dans le fond, ça, c'est un super bel outil qui peut vraiment, vraiment nous aider à bien distinguer la tâche, tu sais, les tâches qui sont urgentes et ou importantes. Fait que ça, c'est un super bel outil à utiliser. Ensuite de ça, gardez en tête qu'une tâche qui est urgente pour quelqu'un ne doit pas toujours devenir urgente pour nous. Tu sais, des fois, que ce soit notre patron ou notre client qui arrive, puis, hey, il faudrait que tu fasses ça maintenant. OK, comme clairement, c'est son urgence à lui, mais est-ce que ça doit devenir quelque chose qui est urgent pour nous? C'est à se poser la question. Toujours, toujours remettre en question, d'où l'importance justement de connaître ses priorités. Parce que si quelqu'un nous impose sa priorité ou son urgence, ben nous, si nos priorités sont claires, ça va être beaucoup plus facile de dire, OK, qu'est-ce que je choisis qui est prioritaire? Est-ce que je prends cette nouvelle urgence-là comme étant une priorité ou sinon mes priorités ont encore priorité? Fait que c'est super important de bien connaître ses priorités pour être capable d'avoir ce jugement-là et de prendre ces décisions-là. Et puis, tu sais, si les priorités ne sont pas claires, alors tout sera continuellement urgent et important et on va passer nos semaines à être occupés sans réellement jamais avoir l'impression d'avancer. Parce que moi, là, avant, en fait, la première fois que j'ai découvert la matrice d'Eisenhower, et puis que j'ai entendu parler du concept un peu des tâches urgentes, importantes, j'ai fait l'exercice et clairement, je n'avais pas pris assez de recul sur ma réalité de l'époque parce que tout, 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 tout ce que j'avais à faire, finalement, avait tombé dans la case des tâches urgentes et importantes. Si jamais vous faites cet exercice-là, que vous avez l'impression que 100% de vos tâches sont importantes et urgentes, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du recul parce que, encore une fois, si tout est urgent, si tout est important, si tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment. Tellement vrai. Puis justement, quand on travaille sur des projets, des objectifs et tout ça, euh, c'est quand que c'est le temps justement peut-être de déléguer, vu que peut-être on a un horaire déjà assez chargé, on peut pas, en fin de compte, on n'a pas le temps pour de vrai, Eh, mais là c'est le temps de ouais. déléguer. C'est quand c'est le temps de déléguer ou de travailler avec une équipe pour justement la planification d'un événement et tout ça. Exact. Donc, en fait, tu sais, ça va avoir l'air très cliché ce que je dis, mais comme le dicton le dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Puis ça, je pense qu'il faut vraiment se le rappeler. Puis ça, c'est dit venant d'une fille qui avait excessivement de la misère à déléguer. Auparavant, moi, j'avais vraiment de la misère parce que j'ai une très grande tendance à être perfectionniste. Alors moi, je me convainquais que tout allait être mieux fait si c'était fait selon mes termes, si c'était fait par moi, alors qu'au final, ça me faisait juste travailler beaucoup trop inutilement. Moi, je pense qu'une équipe, ça nous permet juste d'être meilleurs sans nécessairement avoir besoin de développer des nouvelles aptitudes. Tu sais, on peut s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous pour faire certains types de tâches parce qu'on a tous et chacun nos expertises. Moi, je trouve que de travailler en équipe, ça nous permet de faire avancer des projets sans qu'on ait nécessairement à avoir toujours les mains dedans. Tu sais, maintenant, moi, quand je livre des projets professionnels, je travaille avec différentes personnes, je me suis monté une petite équipe, ce qui fait que d'un fois, moi, je travaille sur un autre projet en matinée, complètement détaché du projet en question, mais j'ai des gens qui travaillent sur mon projet, par exemple. Ça fait qu'ils avancent, même si moi, j'ai pas les deux mains dedans. Puis moi, je pense que c'est quand le moment idéal pour déléguer. En fait, je pense que ce qu'il faudrait viser, peut-être, là, ça peut sembler logique, mais je pense qu'il faut déléguer avant d'être prête. Parce que si on attend trop, le besoin va se faire sentir trop tard. Tu sais, on a toujours, c'est sûr que tout le monde qui nous écoute ont déjà vécu l'exemple de on est près de l'échéance, on est près du livrable, et là, boum, on se rend compte que ça nous sort par les oreilles, on est dépassé, on est submergé, mais il est rendu trop tard pour déléguer parce que l'événement, par exemple, est dans 2 jours. On a toutes les connaissances sont dans notre cerveau, mais là, le temps qu'on trouve quelqu'un, le temps qu'on forme quelqu'un, on n'a pas le temps. Là, c'est là
là qu'on va se dire, c'est plus rapide, je le fais moi-même. Et c'est souvent, malheureusement, à ce moment-là, quand il est minuit moins une, qu'on se rend compte qu'il faudrait déléguer. Mais à minuit moins une, c'est un petit peu trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être apprendre à déléguer avant d'être prêt. Parce que souvent, on va se dire, ben, je vais attendre d'avoir plus de liberté financière pour pouvoir, tu sais, d'avoir un budget, par exemple, pour pouvoir déléguer, ou je vais attendre d'avoir plus de tâches à déléguer, ou je vais attendre d'être un peu plus occupé avant de déléguer. Mais moi, le conseil que j'aurais à dire, c'est ça qui peut sembler un petit peu illogique, c'est peut-être de déléguer avant d'être prêt. Puis je pense que des bons indicateurs aussi qui peuvent témoigner qu'on est peut-être prêt à déléguer, c'est lorsqu'on passe trop de temps sur une tâche qui devrait se faire plus rapidement. Donc, ça se peut peut-être qu'on n'ait pas les compétences absolues pour faire cette tâche-là. Ça peut être aussi quand on commence à procrastiner par manque de motivation. Ça, c'est souvent un beau signe qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait le faire à notre place. Ou bien, un autre signe, ça pourrait être aussi de voir que quand on planifie, mettons notre semaine ou notre mois ou notre année, quand on planifie, qu'on comprend dans le temps que ça va coincer à un certain moment donné parce qu'on le sait qu'il va y avoir une trop grande quantité de choses à faire. Fait que d'où l'importance de la planification, ça nous permet de voir venir justement. Fait que ça, je dirais que c'est des bons indicateurs qui pourraient nous permettre de voir quand on est prêt à déléguer. Et sinon, ce serait peut-être de juste le faire un peu avant d'être prêt pour vraiment que vous soyez pleinement en confiance avec la délégation quand ça va vraiment être nécessaire. OK. Puis tu dis euh, de, de déléguer quand ça prend trop de temps. Quand on fait une tâche, en fait, qui nous prend trop de temps. C'est quoi trop de temps? Est-ce que Ça, c'est une tâche qui est supposée te prendre 30 minutes, par exemple, puis toi, ça te prend 1 heure? Est-ce que ça, c'est le temps de déléguer cette tâche-là? Ou, ben, c'est une bonne question. Après ça, tu sais, je pense qu'il faut peut-être avoir conscience un peu ou avoir une idée à tout le moins de savoir combien de temps une tâche devrait nous prendre. C'est sûr que là, plus qu'on a d'expérience, moins de temps ça nous prend. Mais tu sais, c'est ça, là, l'exemple que tu as donné, ça pourrait être ça. Si on le sait que cette tâche-là devrait prendre 30 minutes, mais que nous, ça nous prend tout le temps 1 heure, ben là, ça peut être un bon indicateur qu'on la fait pas correctement ou justement qu'on n'a peut-être pas les compétences. Parce que, tu sais, les choses qu'on devrait déléguer en premier, ce seraient les choses pour lesquelles on n'a pas les compétences et pour lesquelles on n'est pas passionné. Parce que si on n'a pas les compétences et on n'est pas passionné, c'est vraiment juste un poids dans notre horaire d'avoir ça. Quoique je peux comprendre que parfois on démarre en affaires ou quoi que ce soit, puis on n'a pas nécessairement les finances pour pouvoir déléguer. À ce moment-là, on le fait. Mais gardez en tête que si on n'a pas les compétences et qu'on n'a pas la passion pour le faire, il y a un grand risque d'erreur. Et là, c'est de voir qu'est-ce qui va coûter plus cher. Est-ce que c'est l'erreur ou si c'est de libérer un petit budget pour aller déléguer cette tâche-là? Mais sinon, oui, en effet, si ça nous prend beaucoup de temps, puis là, ça dépend vraiment de c'est quoi la tâche. Puis ça dépend aussi si c'est une tâche payante ou pas payante que vous faites, là. Tu sais, est-ce que c'est une tâche qui a de la valeur dans le projet dans lequel on travaille ou non? Parce que ça aussi, ça peut être intéressant à évaluer pour après ça décider est-ce que je délègue cette tâche-là ou non en fonction de la valeur qu'elle a vraiment, là. OK. Fait que je dirais en fonction de la valeur réelle, tu sais, pratiquement monétaire, mais aussi en lien avec la valeur du temps. Puis si c'est une tâche qu'on aime, mais qui nous prend quand même du temps, est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on devrait déléguer ou, euh, Ouais. parce que, tu sais, je sais pas moi, par exemple, c'est la création de contenu, on sait tous que ça nous prend du temps, mais c'est sûr que ceux qui sont formés, ils font beaucoup plus rapidement par exemple, moi ou tout ça, mais est-ce que c'est une tâche qu'on devrait déléguer, même Moi, si je on aime pense, ça? ouais, c'est une super bonne question. En fait, tu sais, je crois qu'il faut quand même se garder des tâches qu'on aime dans notre quotidien. Puis si dans notre quotidien, il y a des tâches qu'on aime, puis qu'on le sait qu'il y a peut-être quelqu'un qui ferait plus rapidement, mais qu'à nous, ça nous apporte tellement de bonheur, je pense qu'on peut se permettre de les garder. Après ça, c'est peut-être d'évaluer la semaine. Est-ce qu'on fait ce genre de tâches-là 5 jours par semaine en raison de 6 heures par jour? Là, après ça, c'est peut-être de remettre en question, est-ce qu'on est vraiment la bonne personne pour le faire ou est-ce que je peux déléguer une partie de cette tâche-là puis en garder une partie pour avoir du plaisir? Tu sais, c'est ça, c'est à évaluer. Mais je pense que oui, s'il y a quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, c'est correct de le garder. Mais encore là, c'est de peut-être essayer d'évaluer combien de temps est-ce que ça nous prend? Est-ce que c'est vraiment trop long ou si ça pourrait être peut-être raccourci, tu sais. Mais oui, je pense qu'il faut quand même se donner la permission de garder les choses qu'on aime, là, les choses qui nous procurent du plaisir, même si c'est pas nécessairement notre travail principal, Oui, ok, c'est bon. Je prends note. là. Puis c'est quoi justement les différents outils que toi tu utilises pour suivre tes différentes tâches ou tes listes de tâches?
Ouais, donc en fait, moi, les différents outils que j'utilise, en fait, j'utilise mon agenda papier de mon côté. Donc, moi, je suis la créatrice d'un agenda imprimé qui s'appelle l'agenda de la planificatrice. Donc, j'utilise cet agenda-là. Sinon, lorsque j'ai des projets, donc des gros projets, j'en ai pas nécessairement toujours au long de l'année, mais ça vient plus par période. Quand j'ai des très gros projets à ce moment-là, j'utilise un échéancier. Fait que soit que j'utilise euh, il y en a deux types que j'utilise, là, tout dépendant du projet. Parfois, je vais utiliser un genre d'échéancier de type diagramme de Gantt que je me suis bâti dans Excel. Sinon, j'aime aussi beaucoup travailler avec Asana. Je trouve que c'est un bel outil en ligne. Il y a la version gratuite qui est vraiment déjà géniale. Quand je délègue des tâches à des membres de l'équipe, c'est très facile là, de déléguer avec ça. Et on peut le voir sur notre téléphone aussi, donc ça peut être pratique. Puis, par rapport à la planification, parce que tu sais, moi, j'utilise pas beaucoup d'outils, là. Je suis vraiment dans la philosophie que less is more. Donc, les outils que je viens de nommer pour planifier, c'est pas mal les seuls outils que j'utilise. Puis, tu sais, moi, pour la planification, je prends vraiment la planification hebdomadaire, ce qui fait que à la fin de chaque semaine, je prends 1 heure de mon temps pour planifier les 7 journées à venir. Et ça, pour moi, ça m'aide énormément parce que ça fait que tout au long de la semaine, je sais exactement où je m'en vais, ça me donne confiance. Je sais que je vais avancer concrètement. Je me sens accomplie à la fin de mes semaines, puis je me pose vraiment moins de questions. Parce que si on ne fait pas de planification, ça veut dire qu'on accepte la réalité qu'à tous les jours, on va se poser un paquet de questions. OK, qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'ai 15 minutes, qu'est-ce que je fais? OK, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Et on s'en rend pas compte, là, parce que ça se fait assez rapidement, assez naturellement, mais ça nous demande énormément d'énergie et énormément de temps aussi. Et lorsqu'on prend le temps de planifier, notre semaine, on se pose ces grosses questions-là juste une fois, en peut-être 1 heure, puis après ça, on est libéré de ça pour le reste de la semaine. C'est bon. Même chose Mhm. pour planifier un événement. On se pose les grandes questions pour toutes les Exact. différentes tâches qu'on doit accomplir pour l'événement. Exactement. Même principe. Tout à fait. Ben, merci, Émilie, d'avoir partagé Merci. ton expertise en planification, gestion et productivité. Vraiment, moi, je prends note. Ah, mais merci pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de venir discuter de ces beaux projets-là. Pas ces beaux projets-là, mais ces belles passions-là avec toi. Oui. Puis je suis convaincue que justement, ça va aider les auditrices à atteindre justement leurs différents objectifs d'entreprise. Puis juste avant que tu quittes, peux-tu me dire où est-ce qu'on peut te suivre? Avec grand plaisir. Donc, en fait, je suis l'animatrice d'un podcast qui s'appelle le podcast 168 heures. Donc, je pense que c'est le meilleur endroit si jamais vous avez envie d'avoir une petite formation continue là, avec la planificatrice, avec moi. Autrement, je suis très active sur les médias sociaux également, notamment sur Instagram et Facebook. Et puis voilà, sinon, vous pouvez aller visiter mon site web. J'ai un paquet de ressources, que ce soit des webinaires gratuits, que ce soit une bibliothèque de ressources gratuites. J'ai un blog, j'ai des résumés aussi pour chaque épisode de podcast. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de matériel pour aider les personnes qui sont à la recherche de plus de temps. Bon, très bien. Alors, je vais mettre tout ça dans les liens, dans la description, tous les liens dans la description. Puis merci encore, Émilie. Ça me fait grand plaisir. Merci à toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous aimeriez soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou encore de mettre un avis dans votre plateforme d'écoute préférée, soit Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Oser l'événementiel.